Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo, plus de débrief évidemment, la saison est finie, enfin, le calvaire et le cauchemar est enfin terminé depuis quelques jours, quelques semaines, et forcément on est en période de début de mercato, on est en période de fin de saison, donc on est un petit peu dans le bilan, et je vais faire un petit peu le bilan de la saison, très rapidement, hein, je vais pas rentrer dans les chiffres, dans les stats, dans tous les joueurs, dans les performances, je vais pas faire un truc scientifique. Non, je vais faire un bilan, mon bilan de la saison, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, voir un petit peu ce qui a marché, ce qui a pas marché, pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce qu'on va nous concocter pour le futur. On va parler peut-être de la prochaine saison. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce qui s'est passé en 2022-2023. Et donc, je vous le dis, on va parler donc des échecs, on va parler des joueurs, on va parler des satisfactions, voilà, de l'entraîneur, de la direction. On va faire le point, on va faire le tour et on va essayer un petit peu de penser à la suite parce qu'en tant que supporter, on a vécu une saison merdique, catastrophique et on a très envie de penser au futur. Même si le futur n'est pas très reluisant, on a quand même envie d'espérer. Hein. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Dans toutes les périodes d'intersaison, comme ça, il y a toujours beaucoup d'espoir dans le futur parce qu'on aime notre club. On a envie de le revoir repartir de l'avant. Quand ça n'a pas été bon, on espère que ce sera mieux la saison d'après. Et il est évident que Monaco va devoir faire beaucoup de choses pour changer les choses. Parce qu'il est bien évident que depuis quelques saisons, ça va pas, ça chute, on progresse pas beaucoup. Et là, cette saison, on est quand même tombé assez bas dans une 6e place qui nous aura quand même fait beaucoup de mal. Alors on va parler un petit peu des différentes compétitions parce que Monaco a commencé la saison très fort. Depuis quelques années, on se retrouvait dans des tours préliminaires de Ligue des Champions, donc ce qui est quand même assez positif parce que faire les tours préliminaires, c'est-à-dire que le club était en podium, on était sur les 3 premières places. Alors on a à chaque fois un petit peu raté la seconde, ce qui nous a fait beaucoup de mal. Hein. L'année d'avant, on se souvient qu'on avait, il y a pas l'année d'avant, mais il y a 2 ans, on s'était foiré. Cette année, on s'est encore foiré, et donc on a commencé sur les chapeaux de roue avec le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc ça nous a emmené à une préparation un petit peu plus tôt, avec des matchs compliqués. Et comme vous le savez, eh bien, on a échoué contre le PSV Eindhoven. Donc la Ligue des Champions, encore une fois, on est passé à travers. Alors je vais pas refaire le match, hein, vous vous souvenez, vous l'avez tous vu, vous connaissez tous les scénarios. Mais on s'est foiré. Voilà, on n'a pas réussi à passer. Et donc on est repassé en Europa League. Et en Europa League, en Europe, eh bien là aussi, on n'a pas réussi non plus à performer. Voilà, on s'est fait sortir assez rapidement, c'est-à-dire qu'on est sorti des poules avec aussi des prestations très médiocres, hein, avec des défaites, avec des matchs nuls, avec des performances dans des clubs assez moyens en Europe où Monaco n'a pas du tout réussi à tenir la dragée haute à ces clubs-là. Donc on voit bien que Monaco a chuté d'un cran, donc je crois qu'on a fini 2e de poule. Donc on est passé et puis on a été éliminé un petit peu dans les mêmes schémas, les mêmes scénarios, les mêmes erreurs, les mêmes problèmes avec le Bayer Leverkusen qui nous a éliminés malgré un match aller qui était réussi. Donc vous voyez, on a performé absolument nulle part, ni en tour préliminaire, ni en Europa League. Donc l'Europe, ça a été un échec total. Voilà. Donc à part la Coupe d'Europe, il a fallu assurer aussi la Ligue 1, et la Ligue 1 ça a été très compliqué, on a perdu beaucoup de matchs, on a perdu beaucoup de points, on a pris beaucoup de buts, on a eu des performances très négatives du début à la fin, en fait, c'est-à-dire qu'on a mal commencé la saison, on s'est un petit peu repris à une période, et puis très vite derrière, on a rechuté, et là, pour le coup, on n'a pas fait comme les années précédentes, où on est reparti de l'avant sur une phase retour où on avait tendance à être très fort. Là, ça a été tout l'inverse, on s'est écroulé de match en match, et la fin de saison a été cataclysmique, avec des points perdus de partout, des prestations lamentables, et des échecs hebdomadaires. Donc vous voyez, la Coupe d'Europe, on n'y est pas arrivé. La Ligue 1, on n'y est pas arrivé non plus parce qu'au final, on a fini 6e, donc c'est-à-dire qu'on n'a même pas réussi à choper l'Europe, ça vous le savez tous. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais les objectifs à atteindre étaient quand même
assez clair, c'est-à-dire qu'il nous fallait une Coupe d'Europe pour l'année prochaine, et même ça, on n'a pas réussi. Donc, tour préliminaire raté, Europa League raté, Ligue 1 raté, Coupe de France raté aussi. Hein, donc, on s'est fait sortir par Rodez, voilà, une équipe de Ligue 2. Donc, pareil, même scénario, même prestation. C'est-à-dire que l'entraîneur avait tendance à changer les équipes, les systèmes, les joueurs, les remplaçants. Enfin, au niveau du turnover, c'était pas mal parce qu'on voyait un petit peu tout le monde. Mais à chaque fois, ça foirait. Et quand il fallait passer un step pour avancer dans une compétition, on n'y arrivait pas. Donc, tour préliminaire, Europa League, Ligue 1, Coupe de France, nous voilà, pareil, ridicule, face à une équipe de Ligue 2 qui nous élimine. Donc, vous voyez, le tableau est quand même très très noir sur l'ensemble des compétitions. Donc là, je vous apprends rien de nouveau, hein, vous savez tous ce qui s'est passé. Mais c'est important de rappeler que sur 4 compétitions qu'on a jouées, on les a toutes ratées. Donc je refais le point. Donc sortir dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions, deuxième d'une poule compliquée en Europa League, sortir par Rodez en Coupe de France, sortir par le Bayern Leverkusen après avoir été vainqueur quand même au match aller, prendre 4 points sur 21 dans le sprint final. Ça, c'était aussi une stat importante. C'est une stat d'ailleurs de mon ami Aliondra qui avait fait ce petit bilan sur Twitter que j'avais trouvé très clair et très concis. Donc 3 victoires, 5 nuls, 6 défaites face au top 8 de la Ligue 1. Magnifique. On a encaissé 77 buts en 49 matchs. Voilà. Donc ça, c'est des petits chiffres qui sont assez symboliques et représentatifs d'une saison complètement ratée sur 4 compétitions qui nous auront offert absolument aucune joie, aucune fierté, aucun bonheur, puisqu'on les a toutes ratées de mois en mois, de compétition en compétition, et au fil de la saison, on a vu quand même une équipe se déliter, avec un groupe explosé, avec des problèmes pas réglés, et une fin de saison en jus de boudin qui nous aura amené rien du tout pour l'année prochaine. Donc après un tour d'horizon de la saison ratée de bout en bout, comme je vous l'ai dit, je vais pas rentrer dans les chiffres ou dans les statistiques. Hein, ça vous savez tous un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, et je vais pas rentrer dans l'analyse des chiffres. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de l'effectif. Alors c'est pareil, je vais parler des joueurs, je vais sûrement en oublier. Je vais pas pouvoir parler de tout l'effectif parce qu'il y en a qu'on a moins vu, il y en a qui nous ont déçus, il y en a d'autres qui ont été un petit peu plus intéressants, mais globalement, si je dois parler des joueurs, tout le monde a été en dessous. Absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un pour relever l'autre. Et du gardien aux attaquants jusqu'aux remplaçants, eh bien, ça a été extrêmement triste, pas bon, mauvais, pas du tout au niveau auquel on en attendait certains. Même des cadres de l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ont un petit peu disparu de la circulation. Mais j'ai envie de dire, j'ai pas envie de taper non plus sur 1 ou 2, 3 joueurs en particulier, parce que le foot, c'est un sport collectif et on peut pas incriminer quelqu'un dans une équipe. C'est-à-dire que pour moi, c'est un échec total. D'ailleurs, si on devait un petit peu analyser la saison, je pense que la part de responsabilité revient absolument tout le monde, c'est-à-dire du président à la direction, au directeur sportif, à l'entraîneur, aux joueurs, aux remplaçants, aux jeunes, aux supporters, même nous qui sommes absolument pas impliqués dans la vie du club, mais qui sommes juste des spectateurs, même nous on peut avoir notre part de responsabilité parce qu'il y a un lien direct avec les réseaux sociaux, avec les tribunes, avec ce qui se passe dans les stades, c'est-à-dire que les joueurs sont pas cons, ils voient bien, ils sentent bien l'ambiance quand des supporters sont pas contents, et que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet ou dans les stades, eh bien on voit quand ça gronde. Donc voilà, donc tous responsables. Maintenant, on va essayer de parler un petit peu des joueurs pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et qu'est-ce qui a été satisfaisant ou non. Donc je vais parler par zone, c'est-à-dire que je ne vais pas faire joueur par joueur, ça serait trop long, je vais juste parler par zone, puis on va essayer de voir un petit peu les joueurs qui ont été mis en avant. Donc dans les buts, c'est pas très compliqué parce qu'on n'a pas vu 50 gardiens, on n'en a vu qu'un. Nubel, Didion a dû faire un match ou deux en Coupe de France.
c'était pas désagréable, même si c'était compliqué de juger ce gardien-là sur une longue durée. Parce que évidemment on l'a pas vu assez, mais c'est surtout Nubel qu'on a vu toute la saison. Il a quasiment joué tous les matchs et on peut dire que ça a été une déception. Voilà, il n'a pas été décisif souvent, il l'a été parfois, notamment sur la fin de saison où il se faisait allumer. Il a fait beaucoup d'arrêts importants. Il a été bon, oui, en fin de saison, mais en début de saison, ça a été un petit peu tout l'inverse. On a vu qu'il avait des caractéristiques qui nous amenaient quand même à faire beaucoup d'erreurs, avec un profil, une philosophie de jeu, une prestance, une école peut-être à l'allemande qui avait du mal à coller peut-être à la Ligue 1. Voilà, c'était un gardien assez statique qui sortait pas beaucoup sur le plan aérien. Et honnêtement, il a beaucoup subi, il n'a pas été aidé par sa défense, mais on l'a vu sur certaines interventions, c'était pas très bon. Des relances au pied difficiles, des arrêts pas faits, des sorties pas faites, voilà, des erreurs de placement, des choses comme ça. Donc on a vu quand même beaucoup d'erreurs de la part de Nubel. Et après, voilà, il a quand même fait quelques arrêts ici et là, mais globalement, c'est pas satisfaisant dans l'idée qu'on se fait d'un gardien qui doit être décisif, surtout dans un club comme l'AS Monaco. Au niveau de la défense, donc on va parler du côté gauche. On a vu deux joueurs surtout, Caio Henrique et Jacobs. Caio Henrique qui lui est censé être un cadre de l'équipe, un titulaire à part entière, et lui aussi, il a été beaucoup moins performant, beaucoup moins bon par rapport aux années passées. Il a été moins en vue, moins bon sur le plan offensif, moins bon sur le plan défensif. Il a été peut-être happé par la dynamique collective qui n'était pas bonne, mais on voit qu'il a été quand même extrêmement décevant dans le rendement, dans les performances physiques, techniques, amener de la supériorité sur le côté gauche, faire des centres, enfin des choses comme ça. Il a été beaucoup moins intéressant. Jacob, j'en parle pas parce que lui, il a été extrêmement mauvais, c'est-à-dire qu'il a jamais réussi à faire un grand et bon match. J'ai l'impression qu'il a quand même un bagage technique assez faible. C'est un joueur rapide qui va très vite. Je pense qu'il a les caractéristiques d'un piston gauche ou d'un arrière gauche qui sait monter, mais techniquement, balle au pied, c'est trop faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le bagage attendu d'un joueur comme Jacobs et qui n'aura été que le remplaçant de Caio Henrique, mais qui n'aura pas amené beaucoup de satisfaction lors de ses rentrées. Sur le côté droit, c'est un peu la même chose. Aguilar et Vanderson, je les ai pas trouvés extraordinaires. Vanderson peut-être un cran au-dessus d'Aguilar sur le plan technique, qui lui est plus à l'aise peut-être sur le plan offensif, mais quand il s'agit de défendre, Vanderson c'est pas extraordinaire non plus. Et à l'image d'un Aguilar qui lui est comme je vous l'ai dit souvent, un mec en or, c'est-à-dire sur le plan mental, je pense que c'est un bon gars. C'est un combattant, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais qui pour moi n'a pas le niveau pour jouer sur le plan du club qui doit jouer le podium comme l'AS Monaco. Parce que l'AS Monaco se doit de jouer le podium. Et je pense qu'Aguilar est plus un joueur de milieu de tableau. Et c'est pour ça qu'à Montpellier, il était très intéressant. Mais qu'à Monaco, pour moi, il n'a jamais brillé. Sur le plan axial, eh bien, on en a vu quelques-uns. Maripane, Dissassi, Matsima et que je dise pas Badiachil au début, mais Badiachil a été vendu au mercato, donc je vais pas en parler parce que on sait que c'était quand même un espoir et on l'aimait beaucoup et ça nous a fait chier de le voir partir et ça nous a surtout fait chier de ne pas le voir être remplacé au mercato d'hiver parce que le mercato d'hiver il n'y en a pas eu. Et donc c'est Matsima qui est revenu, mais globalement on a vu voilà Dissassi, Maripane et Matsima tourner un petit peu ensemble. Au coup, je ne sais pas si on l'a vu beaucoup, mais globalement, voilà, même les cadres que sont Dissassi et Maripane n'ont pas été super au niveau. Dissassi, c'est comme Caio, c'est-à-dire qu'on en attendait beaucoup plus, mais il n'a pas été extrêmement costaud pour maintenir une défense aux abois toute la saison. Et malgré sa bonne volonté, malgré le fait qu'il soit international, etc., qu'il a fait la Coupe du Monde, je trouve qu'à Monaco, là, cette année, il a été moyen. Et un joueur comme Dissassi se doit d'être excellent et pas moyen. Maripane, pareil, lui, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est vieux, qu'il est lent, qu'il est mou, qu'il n'est pas du tout qu'il n'est pas rassurant, en tout cas dans une défense centrale à l'heure d'aujourd'hui dans Monaco. Et en plus, c'est un droitier qui a été mis à gauche. Et ça, je n'aime pas du tout, parce que je ne l'ai jamais senti à l'aise sur ce plan-là. Alors en plus, quand vous avez une défense et un système qui ne marche pas bien, il a pris l'eau tout le temps, et moi j'ai des souvenirs de Maripane être
pris de vitesse et être toujours en difficulté face à tous les attaquants des équipes adverses. Voilà. Donc Matsima, pareil, un jeune qui pour moi n'a pas forcément un avenir à l'AS Monaco et qui n'a pas forcément un bagage technique supérieur. Donc vous voyez, on voit qu'on a une défense centrale globale qui n'a pas été très très bonne. Même si Badiachil devait être là toute la saison, eh bien on l'a perdu. Donc ça a été extrêmement mauvais pour nous aussi. Mais globalement, tous les défenseurs centraux qu'on avait cette année dans le club n'ont pas été bons et n'ont pas été au niveau. Milieu de terrain central, centraux, pardon, on a eu Matazo, Camara, on a eu quelques jeunes qui sont arrivés, Fofana. On va parler surtout de Fofana, Camara et Matazo parce que c'est eux qui ont le plus joué. Et eux, c'est pareil. On avait beaucoup d'espoir en Camara. Et lui, il a été aussi happé par la médiocrité de l'équipe. Il a été beaucoup moins bon sur la fin de saison. Il n'a pas brillé du tout par rapport à ce qu'on en attendait, par rapport à ce qu'on a vu aussi en début de saison, parce que c'est un profil super intéressant et je pense qu'il peut être très très fort avec un nouvel entraîneur et une nouvelle dynamique. Mais là, avec Philippe Clément cette année, ça a été médiocre et il a vachement baissé de niveau. À l'image de Fofana qui lui n'a pas été bon non plus. Comme dit Sassi, international français, finaliste de Coupe du Monde, il n'a pas du tout tiré l'équipe de Monaco vers le haut cette année et lui aussi a eu beaucoup de mal à être performant et à tenir le milieu de terrain dans une équipe complètement à la rue. Donc Camara a déçu, Fofana a déçu, Matazo un peu comme Jacobs, je trouve que c'est compliqué techniquement, il n'a pas encore le niveau pour être titulaire à Monaco et pour être un grand joueur de foot. Et bon, on va lui donner le bénéfice du doute parce que lui, il est un petit peu plus jeune. Mais je trouve, voilà, il n'y a pas beaucoup de talent pour l'instant du côté de Matazo. À côté d'un Fofana et d'un Camara qui ont complètement baissé au fil des mois lors de la saison 2022-2023. Alors, sur les côtés, on peut parler de Golovin, on peut parler de Gelson Martins qui n'a pas joué de la saison, donc là on ne va pas en parler. On a vu Golovin, on a vu qui d'autre au niveau des attaquants. Ben, en fait, ça dépend les systèmes en fait. Golovin, je pense que c'est une satisfaction. Il a quand même été plutôt bon, même si on en attendait encore un petit peu plus, mais il a eu quand même des bonnes périodes où il était très très performant. Il commençait même à mettre des buts, à cadrer, à être plus décisif. Donc ça a été quand même une petite satisfaction, le Russe, par rapport aux saisons précédentes. Et on espère que s'il reste, il va être encore meilleur. Peut-être dans un nouveau système, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle philosophie. Mais en tout cas, même s'il n'a pas été extraordinaire, ça a été quand même une des rares satisfactions avec peut-être Mbolo dans la mentalité et dans les performances. Au niveau des attaquants, eh bien, on a vu aussi des jeunes. On a vu Akliouche jouer un petit peu. On a vu quelques apparitions de Volande aussi qui a été beaucoup blessé et qui lui n'a pas donné l'impression d'être très très impliqué dans l'équipe et dans le foot cette saison. Il a été beaucoup blessé, il avait un petit peu de surpoids, j'ai l'impression, il a très très peu joué, donc en gros il a quasiment fait une saison blanche. Et ça c'est assez décevant aussi de la part de l'Allemand sur qui on avait beaucoup d'espoir. Devant, voilà, j'en oublie aussi Ben Yedder et Mbolo qui ont été assez décevants, même si Mbolo, lui, il a marqué quand même pas mal de buts et il a été assez bon dans ses entrées. Honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire sur Mbolo, de par la mentalité, de par le discours qu'il a, de par ce qu'il montrait sur le terrain. Il était quand même très très intéressant et on avait l'impression que c'était un des rares qui se battait sur la pelouse au niveau du combat, au niveau de l'engagement, au niveau de l'envie de gagner, de mettre des buts, etc. Et Mbolo, ça a été vraiment très très bien et j'en suis très très fier et j'espère qu'on va construire autour de lui l'année prochaine. Ben Yedder, lui, Ben Yedder, ça a été très 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 décevant. Étant capitaine, eh bien c'est comme dit Sassi, c'est comme Fofana, ça n'a pas été très très bon. Il a marqué des buts, ça, il n'y a pas de souci, mais son rendement global n'a pas été bon. Alors je pense qu'il a été tiré vers le bas avec un entraîneur qui n'a pas forcément réussi à dynamiter un petit peu l'attaque monégasque. Il s'est retrouvé souvent tout seul. Il a été aussi en concurrence difficile parce que on voyait bien que Philippe Clément ne faisait pas jouer Mbolo et Ben Yedder ensemble. Donc quand il y en a un qui était blessé ou quand Volande était blessé, il y en avait un qui jouait, l'autre qui était remplaçant, et puis c'était inversement. Donc ça a été un petit peu la guéguerre entre les deux. Et on voit bien que ça n'a pas été forcément une saison
une saison vraiment brillante de la part de Ben Yedder, avec pareil peut-être une mentalité un peu compliquée. En tant que capitaine, on le voyait souvent faire la tête, sortir en n'étant pas content. Enfin bref, ça n'a pas été très 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 brillant, et je trouve que Ben Yedder, voilà, a plus donné l'impression d'être sur une pente descendante, alors qu'il a beaucoup de talent. On l'a vu dans les années passées, mais là, peut-être qu'il vieillit, peut-être qu'il est moins impliqué, qu'il est moins performant, je ne sais pas. En tout cas, ça a été une saison décevante, à l'inverse d'un Mbolo qui, lui, a beaucoup plus brillé dans ses performances. Bon, après, il y a eu des joueurs comme Minamino, voilà, qui a été aussi catastrophique toute la saison, voilà, pas du tout adapté à la Ligue 1, pas du tout adapté au jeu de Philippe Clément. Il a tout raté, il a eu quelques bonnes actions ici et là, mais globalement, c'est raté. Ça a été un gros flop. Un gros échec, et ça il va falloir que ça change, parce que s'il reste à Monaco l'année prochaine, il va falloir le mettre dans d'autres conditions, sinon il faudra s'en séparer. Alors j'en oublie d'autres sûrement, de tête je ne sais plus. Jean Lucas, on l'a pas vu, j'ai dû en oublier, je pense que j'en ai oublié. J'ai essayé de parler en tout cas par zone, et par voilà, par des joueurs qui ont été mis en avant un petit peu, qui ont beaucoup déçu, et puis qui n'ont pas aussi donné la chance à des jeunes qui n'ont pas brillé non plus. C'est-à-dire que mettre des jeunes dans des conditions difficiles, eh bien, ça donne des performances médiocres pour tout le monde. Voilà. Les vieux, les jeunes, les moins jeunes, les cadres, les remplaçants. Enfin voilà, c'est ça une équipe de foot. Une équipe de foot, il faut que tout le monde tire vers le haut, tout le monde tire le meilleur d'eux-mêmes pour essayer de performer, pour essayer de gagner des matchs, parce que nous, à l'AS Monaco, on a eu beaucoup de mal à en gagner, avec notamment une fin de saison pleine de négativité. Alors après les joueurs, bon, on va parler de l'entraîneur, parce que là c'est l'information de la fin de saison, c'est-à-dire Philippe Clément a complètement raté sa saison, et il a été viré, donc il n'est plus là. Donc ça m'embête de faire le bilan de l'entraîneur, parce qu'il est parti, mais c'est vrai que son passage à Monaco aurait été assez catastrophique. Il n'aura pas réussi à mettre un style de jeu en place, il n'aura pas réussi à mettre une philosophie en place, il aura bien galéré pour essayer de trouver un système définitif. On l'a vu qu'il a beaucoup évolué, il a fait du 4-4-2, il a fait du 4-2-3-1, des fois du 4-3-3, enfin non pas 4-3-3, mais on a vu beaucoup il se cherchait, c'est-à-dire qu'il est aussi passé à des défenses à 3, des défenses à 4, on voyait des 3-4-3 ou 3-4-2-1, vous voyez, il a cherché. Il a essayé plein de systèmes, et puis ça marchait jamais. Hein, qu'on soit à 3 défenseurs ou à 2 défenseurs dans l'axe, ça ne marchait pas. Donc il a cherché, il n'a pas trouvé. Il s'est quand même heurté à des difficultés, et peut-être à des problèmes aussi de mentalité. On a vu en fin de saison avec des déclarations où il a dû punir des joueurs qui sortaient, qui avaient plus la tête à faire la fête qu'à jouer au foot. Donc on voit bien qu'il n'a pas non plus réussi à mettre une autorité en place. Je ne vais pas comparer avec Kovac, parce qu'on pourrait dire des bêtises aussi. Peut-être que Kovac il avait ses défauts, mais en tout cas Kovac donnait quand même plus l'impression de tenir son groupe au niveau de la discipline qu'un Philippe Clément, qui lui était sûrement un mec très très bien, humainement très très bien, ça il n'y a pas de souci. On va pas critiquer l'homme, parce que moi je sentais un homme formidable, mais en tout cas entraîneur de foot à l'AS Monaco, ça n'a pas marché. Voilà, donc il s'est cherché. Il n'a pas réussi à amener le club à des objectifs hauts. Hein, pas de podium, pas de parcours européen assez loin, pas de parcours en Coupe de France assez loin non plus. Une Ligue 1 complètement ratée à cause de la 6e place. Et voilà, donc il a tout raté. Et les dirigeants, forcément, quand ils voient un entraîneur qui ne réussit pas les objectifs de début de saison, et bien souvent c'est la porte. Voilà, donc on attend le prochain, mais voilà, Philippe Clément, j'ai pas envie de l'insulter, de lui crier dessus. Je pense que c'est un super bonhomme. Moi, j'aimais beaucoup sa personne. Maintenant, ça n'a pas marché à Monaco, on lui en veut pas, et on espère surtout qu'il réussira dans ses prochaines aventures. On parle de lui du côté de l'Arabie Saoudite. Je suis assez surpris. En tout cas, voilà, je lui souhaite vraiment beaucoup de bonheur pour la suite, et j'ai envie de lui dire par rapport à Monaco,
sans rancune. Alors au niveau de la direction, eh bien le mercato d'été et d'hiver, on voit que ça n'a pas beaucoup marché, c'est-à-dire que Paul Mitchell nous a pas amené les joueurs qu'on voulait, nous a pas amené les performeurs qu'on voulait, nous a pas amené à des objectifs forts. Donc pour lui c'est un échec. Alors il est censé partir, hein. On a aussi la deuxième information importante qui est le départ de Philippe Clement et l'arrivée de Thiago Scuro. C'est-à-dire Thiago Scuro, c'est un collègue de Paul Mitchell qui travaille dans l'industrie Red Bull, dans l'entreprise Red Bull. Il travaillait du côté du Brésil. Donc je pense que Paul Mitchell et lui c'est les mêmes personnes, c'est-à-dire c'est la même politique, la même méthode de travail, la même boutique, hein. Donc on va pas changer de politique sportive du côté de Monaco, c'est-à-dire que la Red Bull est là, est bien en place, et on va continuer notre politique de d'habitude, hein, c'est-à-dire faire travailler les jeunes, la formation, mettre tout ce monde-là en avant, et puis d'essayer d'amener une AS Monaco sur le plafond de l'Europe. On va déjà essayer de le mettre sur le plafond de la France, mais de remettre un petit peu l'AS Monaco tout en haut, parce que là on s'est un petit peu perdu. Donc on voit bien que le travail de Paul Mitchell n'a pas été très satisfaisant. Et là on va changer de directeur sportif en sachant qu'il est encore là, donc en fait ils vont travailler en binôme quelques mois. Tant que Paul Mitchell n'a pas un nouveau poste, je pense qu'il sera du côté de l'AS Monaco. Peut-être encore plus en retrait, plus dans l'ombre, mais en tout cas c'est Thiago Scuro qui arrive et qui va devoir gérer les nouveaux objectifs qui vont être l'année prochaine, le retour en Europe, qualification en Europe, et j'espère aller assez loin en Coupe de France, toujours en évitant le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Mais voilà, le travail de Paul Mitchell a été compliqué, c'est-à-dire un mercato d'été raté, il n'y a pas eu de mercato d'hiver, donc ça va très vite. On a vendu Badiachil et on a voulu prendre personne, on a fait revenir Matsima, mais on voit bien que rien n'a été fait pour que l'équipe soit meilleure, en tout cas sur la phase retour, et on a vu que la phase retour, c'était la pire, parce qu'on s'est complètement écroulé en fin de saison. Donc voilà, je trouve que la direction n'a pas fait un excellent travail. Ça fait quelques années où le travail n'est pas mauvais, mais il est beaucoup moins performant que les saisons d'avant. On se souvient quand même d'un Monaco champion de France, d'un Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions. On se souvient d'un Vadim Vassiliev qui achetait 1000 joueurs, qui vendait 1000 joueurs à des sommes astronomiques. Nous, je trouve qu'on vend plutôt bien nos joueurs, mais en tout cas, on a du mal à acheter des joueurs qui performent, qui sont bons, qui tirent l'équipe vers le haut. Et au contraire, on a des échecs successifs depuis quelques années. En tout cas, depuis que Paul Mitchell est là, on voit que ça stagne dans une forme de médiocrité qui ne ressemble pas beaucoup à l'AS Monaco. Et je pense que les supporters souffrent de ça, parce que la nouvelle identité de l'AS Monaco, elle n'est pas très ressemblante à ce qu'on a pu connaître avant, avec des succès, des titres, des beaux parcours dans des compétitions européennes importantes. Et il y a encore quelques années, on y était. Et là, on n'y est plus du tout. Au contraire, on est en train de chuter dans une forme d'anonymat qui fait quand même très mal aux supporters, à la communauté, au club, à tous ceux qui aiment l'AS Monaco, parce qu'on ne se reconnaît plus là-dedans. Donc j'espère que cet été, il va y avoir un travail qui va remettre du positif et qui va remettre un petit peu de boost dans ce club, parce que pour l'instant, on est quand même assez mal barré, on va pas se mentir. Bien, on va conclure cette vidéo. Alors vous voyez, j'ai été très sommaire, hein. J'ai survolé un petit peu toutes les strates de la saison, avec les échecs, les réussites. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'est surtout beaucoup d'échecs, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de survoler un petit peu tout le monde, un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis maintenant, je souhaite que l'avenir soit radieux. Je ne sais pas où on va, on est le 14 juin je crois, et on n'a pas d'entraîneur. On a un nouveau directeur sportif qui travaille en parallèle avec Paul Mitchell, en sachant que Scuro arrivera début juillet. Vous voyez, c'est un petit peu le flou au niveau du personnel de la direction. Le président, ça bouge pas. Les gens qui sont tous les directeurs, tout ça, général, machin, ils sont là, ils bougent pas, on les entend pas. Ils sont complètement silencieux, on les entend pas. Mais en tout cas, au niveau de la direction sportive, voilà, on a un passage de relais entre Mitchell et Scuro. On attend l'arrivée de Scuro qui nous parle, j'espère qu'il sera un petit peu plus bavard que Paul Mitchell et qui nous parlera un petit peu des objectifs et du travail au quotidien et des attentes pour cette saison à venir.
Et puis maintenant, on veut un entraîneur. C'est-à-dire que pour l'instant, on a quand même des pistes qui sont pas très très reluisantes, mais qui sont en lien avec l'entreprise Red Bull. On nous a quand même parlé de Jesse Marsh et de Gessel, l'entraîneur de Strasbourg, qui sont quand même deux personnalités qui ont travaillé avec Red Bull. Donc Paul Mitchell connaît. Jesse Marsh, on voit bien qu'il a travaillé un petit peu avec cette compagnie-là pendant pas mal d'années. Après, il est parti du côté de l'Angleterre, et puis il a travaillé au tout début de sa carrière en tant que... Je crois qu'il était sélectionneur des États-Unis, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, il a eu des parcours un peu bizarres, un peu exotiques. Il s'est raté, beaucoup raté là, ces dernières saisons. Et donc, on parle de lui pour prendre la tête de l'AS Monaco, ce qui plaît pas beaucoup aux supporters, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup réussi dans les clubs dans lesquels il est passé dernièrement. Gessel, on le connaît pas. Il a l'air assez jeune, il a travaillé du côté de Strasbourg, il doit connaître, si je dis pas de bêtises, Mo Camara, qui vient de là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez, on a deux pistes Red Bull qui sont assez cohérentes, en tout cas, avec ce qu'on veut mettre en place. Mais après, il y en a d'autres. On a parlé de Julien Stéphan, qui pourrait être intéressé par le projet de l'AS Monaco, mais qui visiblement pourrait aller du côté de Lorient. Mais ça, c'est pas sûr du tout. Peut-être que Stéphan est une piste. Et puis enfin, il y a une piste importante qui me paraît essentielle, c'est Marcelo Gallardo, qui n'est pas forcément un gage de réussite à l'AS Monaco s'il venait entraîner le club, mais en tout cas, c'est un symbole fort, c'est une envie pratiquement unanime de la part de la communauté monégasque, que je connais bien, et c'est vrai que c'est un joueur qui nous a fait rêver. C'est un joueur qui a été extrêmement brillant quand il est passé par le championnat de France. Il a cartonné à Monaco. Il a été assez bon aussi au Paris Saint-Germain. Puis après, il est parti du côté de l'Argentine et de River Plate. Et comme il est devenu entraîneur, il a entraîné River Plate. Il a eu beaucoup de succès. Donc je pense que c'est un entraîneur qui, pour le coup, a un CV intéressant, important. Il a un lien direct avec le club qui est l'AS Monaco. Il a du charisme. Il a peut-être une philosophie de jeu intéressante. Il a peut-être aussi cette philosophie et cette âme sud-américaine qui peut être intéressant pour un club comme l'AS Monaco, parce qu'on a connu à l'AS Monaco plein de grands joueurs sud-américains. Et je ne sais pas, je pense que c'est vraiment une piste qui plairait à toute la communauté, à tous les supporters. Visiblement, on l'a contacté. Ça, c'est réel, c'est vrai. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, il y a des journalistes importants, pas des farfelus, qui ont dit que Gallardo avait une grosse discussion avec l'Olympique de Marseille, mais aussi de l'AS Monaco. Donc si l'AS Monaco a réellement contacté Marcelo Gallardo, je trouve ça très bien. C'est une très bonne idée. Il ne viendra peut-être pas, parce qu'il n'y a pas d'Europe, parce que le projet lui plaira peut-être pas beaucoup, peut-être que le Stade Louis II, il connaît, il préfère la ferveur marseillaise, je comprends, il n'y a pas de souci. S'il va à Marseille, je n'en voudrais pas, parce que je trouve ça normal et cohérent. Mais en tout cas, si Monaco l'a contacté, et puis si ça venait à se faire, je pense qu'on serait très heureux. C'est pas sûr que ça marche, mais en tout cas, on serait très heureux de voir un ancien joueur devenir coach, un petit peu comme Thierry Henry. Mais attention, on ne peut pas comparer le travail de Gallardo et le travail de Thierry Henry en tant qu'entraîneur, puisque Thierry Henry n'a jamais entraîné sur de longues saisons successives. Donc voilà, donc l'avenir, on l'attend. On attend que le mercato décolle, on attend surtout que l'entraîneur arrive, et puis on espère sincèrement qu'il y aura des jours meilleurs, parce que l'AS Monaco se doit de revenir au sommet de la Ligue 1, être bon en Europe et de briller en Coupe de France absolument dans toutes les compétitions. Parce que l'AS Monaco n'est pas un petit club. L'AS Monaco n'est pas un petit club. Message envoyé aux dirigeants. Voilà, donc je vous laisse. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement une vidéo mercato quand ça va commencer à bouger. Mais là, on va prendre un petit peu de vacances, parce qu'il n'y a pas quand même grand-chose à dire au niveau des transferts. Allez, à la prochaine, Daguet, mon égout.